Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais essayer d'un petit peu vous expliquer les bases pour faire de la vidéo sur base de votre réflexe ou de votre hybride. C'est parti! Alors au montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de préciser un élément essentiel, c'est que pour tourner une vidéo, il vaut mieux de régler l'exposition en mode manuel. Donc ça également, c'est un élément que vous devez configurer dans votre appareil au niveau des réglages, à vous de voir par rapport à votre manuel où ça se trouve, mais généralement par défaut, les vidéos sont mesure d'exposition de manière automatique. Et donc si vous passez d'un plan à l'autre, si vous bougez votre caméra et que la luminosité de la scène change, vous allez avoir des changements de luminosité dans votre vidéo qui sont quasiment impossibles à rattraper par après. Donc le mieux est de travailler totalement en mode manuel pour la vidéo et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a deux petites choses que je dois dire. La première chose, c'est que c'est bien une vidéo de base, c'est-à-dire que je vous parlais des réglages de base pour configurer votre appareil, pouvoir commencer à filmer avec un réflexe ou un hybride. Donc ça s'adresse principalement à des gens qui voudraient démarrer en vidéo. Je ne suis pas moi-même un expert vidéaste, du coup j'ai quelques notions et ces notions je peux vous les restituer. Mais à partir du moment où on va parler plutôt de réalisation plutôt cinématographique, etc., je suis sans doute pas la meilleure personne pour vous en parler. Ça n'empêche que les réglages de base, eux, sont les mêmes pour tout le monde. L'autre partie aussi, c'est qu'il va falloir un petit peu connaître votre matériel avant même de commencer en vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de chacun des appareils que vous pouvez avoir. Notamment les réglages disponibles, aussi la manière dont les configurer, les endroits où ça se trouve dans les menus, les comportements de votre appareil. Tout ça, il va falloir un petit peu expérimenter aussi. Et moi ici, je vais essayer de vous donner les principes de base pour que vous puissiez régler votre appareil et commencer à faire vos premières vidéos. Pour la dernière FAQ, je vous ai demandé éventuellement les sujets que vous aimeriez que je traite. Plusieurs d'entre vous m'avaient demandé quelles étaient les connaissances minimales à avoir en photo pour pouvoir faire de la vidéo et aussi comment débuter en vidéo. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo-ci. C'est donc à cette question-là que je vais répondre. Alors globalement, à partir du moment où vous comprenez les principes d'exposition, donc le rôle de l'ouverture, le rôle de l'obturateur et également les ISO, à ce moment-là, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Il y a quelques paramètres en plus qui viennent au niveau de la vidéo parce qu'on va devoir souvent contrôler beaucoup plus la lumière qu'en photo. Mais en tout cas, si vous avez ces connaissances de base là, il n'y a pas de problème, ça devrait fonctionner. Si jamais les principes d'ouverture, de durée d'exposition et des ISO ne sont pas clairs pour vous, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos à ce sujet dans les tutos de base en photographie. Je vous mettrai les liens en notification. Et sinon, une fois que vous avez ça, à ce moment-là, on peut commencer à parler vraiment des réglages pour la vidéo. Je vais vous expliquer ça avec ma manière de procéder, c'est-à-dire comment je règle mon boîtier à partir du moment où je veux filmer. Donc ça va peut-être pas correspondre à ce que vous allez toujours voir à gauche ou à droite, et je pense avoir peut-être une démarche un tout petit peu différente dans l'explication, simplement parce que je regarde ça d'un côté pragmatique, c'est-à-dire que je pars de mon appareil qui n'est pas réglé et je veux qu'il soit prêt à filmer derrière. Pour moi, le premier point à régler, c'est d'abord la qualité vidéo et la définition que vous voulez utiliser. Alors pour ça, généralement, les caméras modernes vont vous permettre de faire au moins du Full HD, donc du 1920 par 1080 en format 16:9, ou alors éventuellement un petit peu plus, avec éventuellement de la 4K. Suivant votre appareil, ça, vous allez devoir voir dans les spécifications ce que vous pouvez faire. Donc la première chose, c'est déjà choisir Full HD ou 4K. En dessous, c'est un petit peu difficile, puisque ça va être difficilement exploitable avec la qualité des TV, des écrans, tout ça qu'on a aujourd'hui. Mais au moins de la Full HD. Si vous faites simplement vos premières vidéos, vous cassez pas trop la tête avec de la 4K pour l'instant, essayez peut-être de vous concentrer sur de la Full HD, ça va vous permettre en fait d'avoir des fichiers plus légers et donc de passer moins de temps en traitement derrière. Alors pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'en Full HD, vous avez moins de pixels dans l'image qu'en 4K. Et donc forcément, au niveau des traitements vidéo que vous allez faire sur votre ordinateur derrière, ou à l'enregistrement, ce sera beaucoup plus rapide de le faire en Full HD qu'en 4K. Donc pour des essais, c'est peut-être pas plus mal de commencer en Full HD. Si maintenant vous voulez vraiment faire des vidéos qualitatives, je vous encourage vivement, si c'est possible sur votre appareil, de le faire en 4K. Ça demande plus de temps, ça demande plus de matériel puissant pour le traiter, mais à côté de ça, vous avez beaucoup plus de possibilités au niveau des choix techniques que vous pouvez faire. Vous pouvez d'ailleurs, à partir de la 4K en post-production, le redimensionner pour faire du Full HD si vous voulez, ce qui a pour avantage d'avoir une meilleure qualité aussi, mais ça vous permet également, par exemple, de recadrer, de faire des travelling même sans avoir bougé votre appareil. Il y a plein de possibilités comme ça. Le deuxième paramètre qui est directement lié à ça, c'est le nombre d'images par seconde. Et là, vous allez avoir, par exemple, du 24 images par seconde, 25, 30 images par seconde, ou alors 50, 60, 120, etc. Ça, c'est le nombre d'images qui vont composer votre vidéo. Il faut savoir juste qu'un film, c'est une succession d'images que notre cerveau perçoit comme étant un mouvement. Et du coup, le nombre d'images par seconde que l'on va avoir dans la vidéo va avoir un grand impact sur le rendu qu'on va avoir. Plus le nombre d'images sera grand,
plus on va avoir d'informations dans les détails des mouvements. Et donc moins il y aura de flou de mouvement dans la scène. Alors c'est pas le seul facteur qui intervient là-dedans, je reviendrai dessus après. Mais globalement, comptez que si vous voulez faire une vidéo normale, par exemple vous partez en voyage, vous voulez filmer les lieux sur lesquels vous êtes, vous voulez un rendu qui est naturel à l'œil, généralement vous allez vouloir à ce moment-là utiliser du 24, 25 ou 30 images par seconde maximum. Au cinéma par exemple, c'est du 24 images par seconde qui est employé en standard la plupart du temps. Si maintenant vous passez à 25 images par seconde, la différence est relativement faible. À 30 images par seconde, c'est plutôt ce que l'on va trouver pour des émissions TV ou de la diffusion sur Internet par exemple. Si vous passez sur des framerates plus importants, genre 50, 60, 100, 120, voire même 180 images par seconde selon les caméras, vous allez à ce moment-là pouvoir avoir des possibilités de créer des ralentis. Et c'est généralement l'utilisation principale de ces fonctionnalités-là, c'est que si j'ai par exemple 100 images par seconde, je peux à ce moment-là étirer ça et avoir un ralenti de 4 fois. Je divise le temps par 4. Je vais avoir 100 images par seconde que je vais étirer pour les recaler à 25 images par seconde, ce qui va faire que mon mouvement va être ralenti. Donc si vous voulez introduire des ralentis dans vos vidéos, dans ce cas-là, vous allez devoir passer simplement à des vitesses, des framerates plus élevées. Attention, tout ça a un impact au niveau de la quantité d'informations que vous allez devoir traiter aussi. Forcément, si sur une seconde vous avez 25 images par seconde, vous aurez moins de données enregistrées que si vous avez 100 images par seconde. Donc dans ce cas-là, vous allez également devoir faire attention au type de support que vous utilisez. Si votre carte SD ne permet pas d'enregistrer suffisamment d'informations, enfin quand je dis carte SD, ça peut être une carte compact flash, ça peut être une XQD, peu importe, vous devez quand même vous assurer que votre carte d'enregistrement a un débit de données suffisant. D'ailleurs, c'est généralement marqué dessus pour la plupart des marques correctes. Si vous prenez du SanDisk ou peu importe, vous avez généralement des informations sur la carte qui vous indiquent quels sont les taux d'enregistrement qu'elles sont capables de supporter en vidéo. Alors une fois que vous avez choisi la définition et le framerate, à ce moment-là, on peut commencer à regarder un petit peu plus loin. Alors certains appareils, au-delà de ces deux paramètres-là, vont également vous proposer des différents formats d'encodage. Et là, vous allez avoir un débit de données qui va être indiqué. Plus l'image est compressée, moins il y aura de qualité dans l'image. Plus je vais avoir en fait de simplification, si vous voulez, dans l'enregistrement des données. Et donc forcément, j'ai moins de données enregistrées et ma vidéo sera plus légère. Mais en contrepartie, je perds de l'information. Donc ça, forcément, c'est également un choix à faire. De nouveau, si vous débutez, je pense que aller jusque dans ces détails-là n'est pas forcément nécessaire, mais sachez que le nombre de mégabits par seconde vous donne une indication sur la manière dont la vidéo est compressée. Plus le nombre de mégabits par seconde est élevé, plus il y a d'informations enregistrées, donc ça veut dire moins il y a de compression au niveau de la vidéo. C'est pas le seul paramètre non plus là-dedans, mais je vais pas m'étendre sur les détails parce qu'il y en a certains que je ne maîtrise pas encore tout à fait, et du coup je voudrais éviter de vous raconter des conneries. Notez également que vous ne devez pas comparer le débit entre une vidéo Full HD et 4K. Forcément, vous avez moins d'informations enregistrées en Full HD qu'en 4K. Par exemple, si je prends le Sony qui est en train de m'enregistrer là, en Full HD, je suis à 25 mégabits par seconde en qualité maximum. Par contre, en 4K, je suis à 100 mégabits par seconde. C'est un petit peu logique, puisque la Full HD en fait a une certaine taille et que la 4K a 4 fois plus d'informations enregistrées, forcément le débit de données est 4 fois supérieur. Alors une fois que votre définition et que votre framerate sont définis, à ce moment-là, on va pouvoir s'intéresser aux paramètres de prise de vue. Et le premier qui est souvent oublié au départ, c'est la balance des blancs. Autant en photo, quand on shoot en RAW, on peut se permettre éventuellement de laisser un petit peu la balance des blancs flottante, on peut la corriger derrière. Il faut savoir que la majeure partie des appareils photo n'enregistrent pas des vidéos en RAW. Il en existe, mais ça demande énormément de données à enregistrer. C'est vraiment un domaine pour lequel les caméras professionnelles sont faites pour. Avec un appareil photo, que ce soit un hybride ou un réflexe, vous n'enregistrez pas vos vidéos en RAW. Ça veut dire que votre latitude de retouche est beaucoup plus faible. Alors, suivant les profils d'image dont je parlerai après que vous utilisez, vous allez pouvoir avoir plus ou moins de manœuvres. Mais en tout cas, corriger une balance des blancs en vidéo est beaucoup plus problématique qu'en photo. Du coup, la bonne pratique, c'est forcément de bien la configurer. Alors par exemple ici, moi je suis éclairé avec une lumière qui est calibrée à 5200 Kelvin, ça veut dire que j'ai réglé ma balance des blancs sur l'appareil à 5200 Kelvin. Si vous êtes dehors en plein soleil, vous pouvez aller dans les 5500, 5600 Kelvin. Si vous êtes en intérieur avec de l'éclairage halogène par exemple, vous allez vous mettre à 3200, 3300 Kelvin. Et si vous avez des ambiances mixtes, donc par exemple une fenêtre avec de la lumière du jour et un éclairage intérieur artificiel, essayez de vous mettre plus ou moins entre les deux, ce qui évitera d'avoir de trop grandes différences. En tout cas, c'est super important en vidéo de bien configurer votre balance des blancs, simplement parce qu'en post-production, vous n'arriverez pas à faire autant de retouches qu'en photo. Vous allez arriver à faire des petites corrections, des petits ajustements, ça y a pas de problème, mais vraiment vous dire que vous allez passer de 3200 à 5500 en post-production, ça ne fonctionnera pas, votre image sera totalement dégueulasse au résultat.
Après avoir configuré votre balance des blancs, on peut commencer tout doucement à vraiment parler des deux autres éléments essentiels qui sont notamment la durée d'exposition et l'ouverture. Alors je vais directement parler de la durée d'exposition parce que en vidéo, c'est un paramètre que l'on traite un petit peu différemment qu'en photo. En photo, quand vous avez trop de lumière, vous réduisez la durée d'exposition et le problème est réglé. En vidéo, c'est pas aussi simple que ça, parce que simplement, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur la durée d'exposition, l'effet de la durée d'exposition est également de figer un mouvement. Sur une photo, que l'on fige ou pas le mouvement, c'est un choix purement esthétique que l'on veut faire, mais en vidéo aussi. Et donc le truc c'est qu'en vidéo, suivant le rendu que vous voulez au niveau des mouvements, vous allez choisir une durée d'exposition différente. Alors pour ça, le plus simple, c'est de comprendre comment fonctionnent les anciennes technologies avec les obturateurs mécaniques sur les anciennes caméras. Ce qui se passe, c'est que au niveau des caméras vidéo, on avait à ce moment-là un film qui défilait. Donc, par exemple, à 24 images par seconde au cinéma. Pour chacune de ces images-là, il y a une exposition qui est faite. Pour avoir un rendu qui est à l'œil naturel, c'est-à-dire pour avoir un flou de mouvement, c'est-à-dire une décomposition de mouvement propre et qui va nous paraître naturel visuellement, au cinéma, on emploie ce qu'on appelle un obturateur à 180 degrés. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, bon, c'est pas tout à fait exact, mais c'est pour vous donner le principe, voici ce que pourrait donner un obturateur à 180 degrés. C'est-à-dire que vous avez un disque qui tourne à ce moment-là devant le film, autant de fois qu'il le faut par seconde. Donc si je suis à 24 images par seconde, ça veut dire que le disque tourne 24 fois par seconde devant l'image. Et vous voyez ici qu'une partie est fermée et une partie est ouverte. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un obturateur à 180 degrés. C'est-à-dire que sur une rotation, pendant la moitié du temps, la film est exposée et pendant l'autre moitié du temps, le film n'est pas exposé. Donc si je reviens à ça, ça veut dire que si j'ai un film en 24 images par seconde et que le film est exposé à ce moment-là la moitié du temps. Donc ça veut dire que pour faire l'équivalent en digital, il me faudrait un temps d'exposition de 1/48e de seconde, le double du framerate en fait. C'est pour ça qu'en numérique, on vous dit généralement que l'obturateur doit être réglé au double du framerate. Alors on ne doit pas le faire, c'est simplement que c'est un standard au niveau du cinéma. C'est un standard qui correspond à un type de rendu des mouvements dans la vidéo qu'on a l'habitude de voir et qui nous paraît naturel. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de le faire. C'est un principe standard, c'est sans doute le plus utilisé, mais on n'est pas obligé de se coltiner ça tout le temps. Alors par exemple, on pourrait imaginer d'avoir des flous de mouvements qui sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire que si on regarde chacune des images qui composent la vidéo, on va avoir en fait rien qu'à naître dedans, on va tout avoir flou. C'est-à-dire que les mouvements ne sont pas figés sur chacune des images. Alors quand on les recolle ensemble, du coup ça donne un rendu un petit peu éthéré, un petit peu fantaisiste, et on va pouvoir par exemple comme ça travailler avec un obturateur à 270 degrés. Un obturateur à 270 degrés, ça veut dire qu'en fait on a le film qui est exposé 3/4 du temps. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec un obturateur à plus ou moins 1,5 fois la durée d'exposition. On peut partir dans le sens inverse et à ce moment-là partir sur un obturateur à 90 degrés. Un obturateur à 90 degrés, c'est simplement 1/3 du temps d'exposition et 3/4 qui sont à ce moment-là masqués. Donc quand on tourne, ça veut dire que sur la durée d'une image, donc sur 1/24e de seconde par exemple, le film n'est exposé qu'un quart du temps. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, par exemple, c'est dire qu'on va, pour 24 images par seconde, commencer à filmer avec un obturateur à 1/100e de seconde. L'effet direct de ça, c'est qu'on va à ce moment-là avoir l'image qui sera beaucoup plus nette. C'est-à-dire que si on prend chacune des images de la vidéo, on va avoir des mouvements qui seront beaucoup mieux figés et donc beaucoup plus de détails vont apparaître. Alors c'est pas toujours intéressant, mais ça peut l'être. Donc par exemple, si vous voulez un rendu très cinématographique dans les transitions de mouvement, etc., prenez plutôt le principe de l'obturateur à 180 degrés. Donc vous prenez votre framerate, par exemple 24 images par seconde ou 25 images par seconde, ou 30 même si vous le voulez, et à ce moment-là vous doublez la valeur. Donc si je suis à 25 images par seconde, je vais mettre mon obturateur à 1/50e de seconde. Par contre, si vous filmez quelque chose où il y a une action très rapide qui se produit dedans, vous allez peut-être vouloir à ce moment-là pouvoir avoir plus de détails dans le mouvement, et donc dans ce cas-là vous allez pouvoir éventuellement choisir de décomposer le mouvement en des éléments beaucoup plus nets, et donc à ce moment-là réduire la durée d'exposition, et donc pour un framerate à 25 images par seconde, vous allez à ce moment-là régler votre obturateur à 1/100e de seconde. L'effet immédiat de ça, c'est que chacune des images qui composent la vidéo sera plus nette et donc les mouvements seront plus détaillés. Vous aurez moins l'impression de flou dans les mouvements, mais par contre vous pouvez avoir un effet négatif à ça, c'est que vous pouvez avoir des impressions quand vous allez trop loin dans ces réglages-là, que vous allez avoir les éléments qui sautent d'un endroit à l'autre dans la photo.
simplement parce que vous ne capturez qu'une petite portion du mouvement à chaque fois et les transitions ne sont pas bien présentes entre les deux. Donc pour quelque chose qui se déplace très vite, ça ira très bien. Par contre, si vous essayez de découper un mouvement un petit peu ample, un petit peu lent avec ce genre de principe-là, le rendu ne va pas paraître naturel, ça va faire assez bizarre au rendu. Alors une fois que vous avez choisi votre définition, le framerate et la durée d'exposition, vous pouvez maintenant vous occuper de l'ouverture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir à ce moment-là, comme en photo, la valeur du diaphragme qui va vous permettre de contrôler votre profondeur de champ. C'est exactement le même principe qu'en photo pour ça, donc je vous renvoie sur la vidéo où je parlais de l'ouverture du diaphragme. Le principe est le même, c'est-à-dire que plus votre diaphragme est ouvert, donc par exemple à f2.8, votre diaphragme est plus ouvert qu'à f5.6, vous laissez passer plus de lumière, mais vous avez également moins de profondeur de champ. Donc ça va être à ce moment-là le type de rendu que vous allez vouloir choisir au niveau de votre scène. Donc par exemple, si vous filmez quelqu'un qui est en train de parler, vous avez peut-être intérêt à avoir une ouverture relativement grande, simplement pour avoir juste la personne qui est nette et l'arrière-plan qui est flou. Maintenant, n'oubliez pas que ce n'est pas la seule manière de faire. Le jouer avec la distance du sujet et la distance de l'arrière-plan vous permet de contrôler ça aussi. Si par contre vous filmez un paysage, vous avez peut-être intérêt à ce moment-là à fermer le diaphragme et donc vous aurez moins de lumière qui rentre. Fermer le diaphragme, c'est jamais trop un problème en photo parce qu'on va pouvoir compenser simplement le fait de ne pas avoir assez de lumière avec la montée en ISO. Ça, j'en reparle après. Donc par exemple, si vous voulez filmer quelqu'un en extérieur et qui fait plein soleil et que vous voulez jouer sur une faible profondeur de champ, vous allez être un petit peu coincé. Pourquoi? Parce que si on a décidé de filmer à 25 images par seconde et qu'on veut appliquer un rendu assez cinématique, classique, c'est-à-dire que je vais employer un principe d'obturateur à 180 degrés, je vais me retrouver avec un obturateur à 1/50e de seconde, et même à ISO 100, dans ce cas-là, au niveau de la sensibilité du boîtier, vous allez avoir une image qui sera beaucoup trop lumineuse les 3/4 du temps. Et donc souvent on se retrouve au niveau de la vidéo à être contraint de fermer le diaphragme simplement pour laisser moins de lumière rentrer, sinon votre image sera totalement cramée comme en photo. Le principe de trouver la bonne exposition, tant que vous travaillez sur des profils d'images classiques, fonctionnera toujours de la même façon qu'en photo. J'en reparle un tout petit peu après. Maintenant, si vous avez trop de lumière et que vous voulez quand même garder le diaphragme ouvert, il va falloir à ce moment-là investir dans un petit équipement. C'est simplement un filtre ND que vous allez à ce moment-là visser sur l'appareil. Ici, c'est un filtre ND que j'ai, qui est un filtre ND variable. Donc ça se visse simplement sur l'appareil et à ce moment-là, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir une partie qui va vous permettre de le fixer dessus et l'autre partie, vous allez tourner. Et en tournant comme ça le filtre, vous allez pouvoir le rendre plus ou moins opaque. Grosso modo, c'est un petit peu comme si vous aviez deux filtres polarisants qui étaient l'un devant l'autre. L'un polarise la lumière, l'autre en le tournant vient bloquer la lumière qui est polarisée et donc va vous permettre à ce moment-là d'obturer en partie la photo. Suivant le diamètre, suivant la valeur ND que vous allez pouvoir trouver dessus, vous allez payer des prix assez variables. Mais si vous voulez filmer en extérieur, en pleine lumière et pouvoir jouer avec des grandes ouvertures, l'utilisation de filtres ND devient quasiment indispensable. En vidéo, vous pouvez largement vous permettre d'employer des filtres variables. En photo, on les emploie rarement parce qu'ils ont tendance à induire des problèmes optiques, notamment des aberrations chromatiques et des choses comme ça. En vidéo, c'est beaucoup moins problématique, ça se voit beaucoup moins dû au fait que tout bouge dans l'image. Donc dans ce cas-là, c'est sans doute le plus simple. Maintenant, si vous voulez vraiment travailler à très haute qualité, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des filtres ND fixes. Le problème, c'est que dans ce cas-là, vous devez les enlever, les remettre de l'objectif en permanence. Dernier réglage principal de prise de vue, c'est bien sûr la sensibilité ISO, ou du moins la valeur ISO de l'appareil. Alors ça va dépendre énormément de votre boîtier, donc ça, vous devez un petit peu connaître votre boîtier pour savoir dans quel plage il est capable de travailler. Si je prends par exemple ici la vidéo que je suis en train de tourner pour vous l'expliquer, mon Sony Alpha 7 III est réglé sur 1600 ISO, et vous pouvez voir que la vidéo est quand même assez propre, il n'y a pas trop de problème là-dessus, ça va dépendre énormément de votre boîtier. De nouveau, comme en photo, si vous manquez de luminosité, vous allez à ce moment-là bien exposer en montant la valeur ISO, c'est-à-dire l'amplification du signal, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les ISO. Il vaut mieux de toute façon avoir une vidéo qui est bien exposée mais avec une forte valeur ISO qu'une vidéo sous-exposée en ayant voulu absolument garder l'ISO le plus bas possible, parce qu'en post-production, vous n'arriverez pas à récupérer les informations. Ce sera de loin pire de réélever l'exposition en post-production que de monter les ISO. L'inverse est un tout petit peu moins problématique, parce que ça veut dire que si vous avez votre vidéo qui est un tout petit peu trop exposée sans pour autant l'avoir cramée, en post-production, si vous réduisez l'exposition, vous ne perdrez pas d'informations. Donc ça, c'est un moyen éventuellement pour avoir toujours une vidéo un petit peu plus nette, c'est d'essayer d'un tout petit peu légèrement plus exposé et de le réduire en post-production, mais forcément ça vous implique à ce moment de devoir le faire. Donc si vous ne voulez pas passer du temps
au niveau du montage et de la post-production à ajuster votre exposition, à ce moment-là, essayez de calquer votre exposition directement comme il faut. Alors pour récapituler, dans les réglages de base, on doit choisir la définition, on doit définir le framerate, on a besoin de définir la valeur de durée d'exposition, l'ouverture et la sensibilité ISO de l'appareil. Et donc ça veut dire qu'avec ces paramètres-là, vous pouvez à ce moment-là démarrer l'enregistrement. Ceci dit, on peut toujours aller un petit peu plus loin, notamment vous allez pouvoir par exemple profiter des profils de couleurs qui sont dans vos appareils. Vous avez sur toutes les marques des profils d'images que vous allez pouvoir à ce moment-là utiliser pour quand vous prenez des photos. En photo, ça s'applique uniquement en JPEG, mais ces profils sont également utilisés quand vous filmez vos vidéos. Et du coup, choisir le bon profil peut être intéressant aussi. Généralement, sur les appareils, vous avez toujours le profil standard qui donne à ce moment-là la colorimétrie classique de l'appareil et du constructeur, mais vous avez parfois aussi un profil qui est neutre. Un profil appelé neutre, c'est généralement un profil qui est moins contrasté, moins saturé. Vous avez toujours des profils un petit peu plus artistiques, entre guillemets, c'est-à-dire avec des couleurs vives ou pas. Vous en avez certains profils noir et blanc, donc si jamais vous voulez filmer en noir et blanc, pourquoi pas. Maintenant, certains appareils un petit peu plus haut de gamme généralement, ou plus orientés vidéo en tout cas, vont vous proposer des profils d'images qui sont faits pour la vidéo et qui sont faits pour être travaillés en post-production. Par exemple, ici, la vidéo que je suis en train de tourner sur mon Sony Alpha 7 III, elle est dans un profil S-Log2. C'est un profil ultra plat, c'est-à-dire que si on regarde l'image de la vidéo sans même l'avoir retouchée, tout paraît gris, tout paraît terne. L'intérêt de ça, c'est simplement d'enregistrer une meilleure plage dynamique. La manière dont la luminosité est enregistrée n'est pas linéaire et du coup, ça permet en fait de tout enregistrer de manière assez plate. Et donc en post-production, on a plus de latitude, d'une part pour jouer sur la luminosité de l'image, mais aussi de jouer sur la colorimétrie. Ici, moi j'ai fait le choix de le faire en S-Log2, simplement parce que comme vous le voyez dans mon environnement, moi je suis bien exposé, mais mon bureau est très sombre, ce qui est sur mon bureau est très sombre. Si je devais le faire avec un profil standard ici, en fait si moi je suis bien exposé, tout ce qui est sur mon bureau serait complètement noir. Le faire en S-Log2 va me permettre à ce moment-là d'avoir ici de l'information un petit peu dans le bureau quand même et de choisir après en post-production comment je décide de le traiter. Et donc dans ce cas-là, si vous voulez aller un tout petit peu plus loin en vidéo et pouvoir commencer à vous permettre de donner une ambiance à vos photos, de travailler la colorimétrie, d'ajuster plus facilement l'exposition, de corriger un petit peu plus certaines couleurs, dans ce cas-là vous avez tout intérêt à travailler sur un profil neutre. Petite astuce, si vous n'en avez pas dans votre appareil, vous pouvez toujours adapter un profil personnalisé. Par exemple, sur mon 70D qui est là derrière, quand j'ai commencé à faire les vidéos sur YouTube, je n'avais pas de profil fait pour la vidéo dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un profil personnalisé, que je suis parti du profil standard, et dans les paramètres, j'ai simplement réduit le contraste au minimum, la saturation au minimum et les détails au minimum. Et comme ça, ça fait que la vidéo est la moins traitée possible par l'appareil. Et moi, ensuite, en post-production, je pouvais un petit peu améliorer. Alors je récapitule rapidement depuis le départ. La première chose, choisissez votre définition Full HD 4K. Le framerate, vous allez choisir du 24, 25, 30 images par seconde si vous voulez faire une vidéo classique. Si vous voulez faire des ralentis, à ce moment-là, vous devez passer à du 50, 60, 100, 120 images par seconde. Le rapport entre par exemple du 25 et du 100 est de 1 pour 4. Donc ça veut dire qu'avec du 100 images par seconde, vous allez pouvoir faire un ralenti de 4 fois, ce qui pour des montages vidéo peut être vraiment sympathique. Encore faut-il que votre appareil permette de le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez à ce moment-là régler votre durée d'exposition et là vous allez choisir en fonction du type d'obturateur que vous voulez faire. Si vous voulez un rendu cinématographique classique, vous prenez le principe de l'obturateur à 180 degrés et donc vous partez du framerate, vous le multipliez par 2 et ça vous donne la valeur de la durée d'exposition. Par exemple, de 25 images par seconde, je vais avoir 1 cinquantième de seconde. Si je suis en 50 images par seconde, je mettrai 1 centième de seconde. De nouveau, c'est pas des règles ultimes, on peut éventuellement faire des variations là-dedans, mais ça va changer le rendu du mouvement dans la vidéo. Quand vous avez à ce moment-là réglé la durée d'exposition, vous réglez votre ouverture pour définir votre profondeur de champ ou éventuellement pour contrôler la lumière. Si vous avez trop de lumière parce que vous voulez employer une grande ouverture, vous pouvez à ce moment-là éventuellement investir dans un filtre ND qui va vous permettre de par exemple filmer à f2.8 ou f1.4 ou j'en sais rien en pleine journée, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est quasiment même pas possible à faire sans. Quand vous avez réglé votre ouverture, il ne vous reste plus qu'à jouer avec la valeur ISO pour venir compenser éventuellement un manque de lumière, comme ici, moi par exemple,
pour filmer dans les conditions actuelles, je dois me mettre à ISO 1600 pour avoir suffisamment de lumière. N'ayez pas aussi peur du bruit en vidéo qu'en photo. Déjà qu'en photo on en fait souvent des caisses pour pas grand chose, mais en vidéo, vu que tout bouge, il y a du mouvement, généralement le bruit se voit moins. Là où vous pourriez voir du bruit, c'est par exemple dans des zones sombres comme ici, ou qui sont statiques dans la vidéo, et là on pourrait le percevoir. Mais si vous avez une scène qui bouge beaucoup, je vous assure que le bruit on le verra même pas. Et enfin, éventuellement, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez jouer avec les profils d'image. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer et de vous essayer à faire des montages. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère avoir été clair dans les principes de base de réglage de votre appareil pour vos premières vidéos. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour être prévenu de la sortie des différentes vidéos. Vous avez le groupe et la page Facebook qui sont également indiqués dans la description de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et vous avez également mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.